Un, deux. Bonjour. Je m'appelle Romain Rivière ou Le Coyote sur Twitter, Mister Smoke sur IRC aussi, où je traîne pas mal. Et je viens vous parler d'un petit produit qui s'appelle une YubiKey, que j'ai là, que je vous montrerai juste après. Juste un petit mot, j'ai pas d'action, je suis pas employé par YubiKey, c'est juste que j'ai trébuché sur ce truc-là il y a à peu près 6 mois, j'ai trouvé ça assez sympa. Et j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et je trouve qu'on m'a demandé de venir en parler ici, parce que c'est un token en fait qui permet de faire de l'authentification forte. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est tout petit, ça a le format d'une clé USB, sauf qu'en fait c'est un clavier USB, ce qui permet de s'affranchir de tous les problèmes de driver sur tous les systèmes d'exploitation un peu récents qui savent gérer de l'USB HID. C'est un processus de fabrication extrêmement simple qui leur permet d'en faire à l'appel, et ça revient pas très très cher. 18 € à peu près quand on en commande par paquet de 20, sinon c'est 25 $, il me semble. Il n'y a pas de bouton mécanique, ce qu'on voit, la petite pastille dorée, là c'est juste un petit capteur capacitif. Donc pas d'action mécanique, dit peu de fatigue à part les entrées-sorties du port USB. Et là Yubico nous dit que ça peut durer à peu près 100 000 insertions et retraits du port. Donc a priori on a le temps de voir venir. Donc je vais vous parler un petit peu du principe de fonctionnement de la clé, à savoir la génération des ce qu'on appelle les OTP, c'est-à-dire les One-Time Passwords, qui ne sont pas réutilisables, ce qui est assez utile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça envoie un mot de passe unique qui fait 44 caractères. Dans les 4 caractères, on en a d'abord 12 qui sont une identité publique qui sont en clair en fait. Et ensuite, on a l'OTP lui-même qui fait 128 bits, qui contient pas mal de choses, dont une identité privée qui va être utile pour déchiffrer l'OTP, à savoir qu'il est chiffré en AES. Donc qui dit AES dit clé symétrique, donc la clé elle est à la fois sur la clé et dans le serveur de validation, on en reparlera tout à l'heure. Il y a 3 compteurs, il y a un compteur volatile qui disparaît quand on enlève la clé, un non volatile qui permet d'éviter les attaques par rejeu, et un troisième dont j'oublie qui est basé sur une horloge, alors pas l'horloge de la clé vu que là-dedans il n'y a pas de pile, mais l'horloge du système. Donc ça contribue un peu à créer de l'aléatoire, en plus d'un random seed relativement classique, et d'un petit checksum pour vérifier que tout ça c'est valide. Une autre particularité de la clé, c'est qu'elle est configurable, mais en écriture seule. C'est-à-dire que si vous tombez sur ma clé, à moins de la casser, de la dissoudre et de faire de l'analyse moi j'ai pas le matériel pour le faire, vous ne pouvez pas récupérer la clé AES ou quoi que ce soit qui est inscrit là-dessus. Donc, je pense que pour l'agent secret de base, c'est peut-être pas le top, mais pour le geek que je suis, moi ça me suffit largement de savoir qu'on ne pourra rien récupérer de ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est un petit OTP généré par YubiKey? Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, si j'ai bien compté, ça doit faire 44 caractères. On va en faire 2 ou 3. Ce que vous voyez peut-être, et que je vais surligner ici, c'est les 12 premiers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont l'identité publique. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de configurer en face sur le poste client, ça aussi j'en reparle, à savoir à qui correspond la clé. Si vous avez 12 utilisateurs, on peut assigner 2 clés à un utilisateur, ou une clé chacun, ça marche pas de problème. Et donc l'OTP, c'est le reste. Et c'est du MODEX. MODEX, c'est du Modified Hexadecimal, c'est-à-dire, c'est assez astucieux. Si vous regardez les caractères, donc vous pouvez compter, il y en a 16, enfin il y a 16 variétés. Ce sont 16, ça correspond à 16 touches, parce que je vous rappelle que c'est un clavier, ça envoie des inputs clavier. 16 touches qui sont placées pareil, qu'on soit en AZERTY ou en QWERTY. Donc là, c'est pareil, on chante les problèmes éventuels de layout clavier qu'on pourrait avoir en passant d'une machine à l'autre ou en vendant à des clients aux US, en Europe ou ailleurs. Bon, ça se complique si on a du Bepo ou du Cyrillic, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Le principe de fonctionnement, donc on a notre petite clé qu'on va brancher sur un ordinateur qui a un port USB, ça c'est la seule contrainte à peu près en utilisation. Ça génère le petit one-time password, ça l'envoie au poste client. Ce poste client, configuré comme il se doit, il va ensuite contacter via Internet ce qu'on appelle un serveur de validation qui est chez Yubico, qui va donc vérifier tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, via l'identité privée, il va trouver la clé AES qui correspond, donc déchiffrer l'OTP. Il va vérifier l'identité publique, il va vérifier les compteurs pour voir si ce n'est pas un mot de passe qu'il a déjà vu passer avant-hier ou il y a une semaine, auquel cas il sera invalidé. Et ensuite, il renvoie la réponse. Alors on voit tout de suite que si on a un data center avec 3000 machines et qu'on veut y accéder avec ses clés, refiler la délégation d'accès à son parc à un serveur de validation qui n'est pas chez nous, c'est quand même pas top.
Heureusement, Yubico propose bien sûr de monter son propre serveur de validation qu'on peut mettre où on veut ensuite et qui marche aussi bien. C'est du HTTP, hein, c'est rien de plus méchant. La seule chose, c'est que pour les histoires de détection de rejeux, si on a plus d'un serveur, il faut qu'ils communiquent entre eux, enfin il faut se débrouiller pour qu'ils soient synchronisés, parce que sinon le premier qui détecte le rejeu, le deuxième ne le détectera pas s'il n'a pas reçu et vice versa. C'est la seule contrainte là-dessus. On va parler un petit peu, donc tout à l'heure, enfin, le titre de la présentation, c'est l'authentification forte. Je pense que on savait à peu près ce que c'est. C'est qu'on choisit parmi 5 choses, on en choisit 2 en général. Alors je vais détailler les 5 les plus connus. Ce que l'on sait, ça c'est le plus classique, c'est typiquement un mot de passe. Ce qu'on détient, donc ça peut être un token, en l'occurrence là ça va être la clé, ça peut être les tokens RSA, les tokens qu'on a sur le téléphone portable. Ce que l'on est, c'est un petit peu plus pointu, on arrive dans de la biométrie, du scan rétinien, des empreintes digitales, des choses comme ça. Ce qu'on sait faire, encore un cran au-dessus, biométrie comportementale, reconnaissance vocale, et voilà, c'est à peu près tout. Et enfin, où l'on se trouve, on peut très bien restreindre l'accès à un système depuis un endroit uniquement. Donc à partir du moment où on a 2 de ces facteurs-là, on considère que c'est l'authentification à 2 facteurs ou l'authentification forte. Comme je disais, le plus simple, le plus répandu, c'est en général ce que l'on sait, ce que l'on détient. Donc là, ça va être un mot de passe et le token. Ça peut aussi être un mot de passe et une clé SSH, par exemple. La clé SSH, vous l'avez chez vous, la clé privée, et vous avez le mot de passe, ça fait 2 facteurs. Alors comment ça marche? Yubico est assez sympa pour nous fournir un petit module PAM. Il se trouve que PAM, c'est suffisamment répandu pour que ce soit utilisable à peu près partout. Donc c'est ça qu'on va voir. On a toujours notre poste client. On récupère un vrai clavier ce coup-ci, en plus de la clé YubiKey. Et on va combiner les deux. Parce que le module PAM, il sait faire ça, c'est assez rigolo. Donc on tape d'abord son mot de passe, standard, au login, au prompt. Sans taper entrée, on touche la clé et on génère l'OTP juste derrière. Ça, c'est envoyé donc par exemple au serveur SSH de la machine d'en face, qui est configuré comme il faut, à savoir que SSH, il contacte PAM, et que dans PAM, en premier, on a mis notre module PAM Yubico. PAM, ça marche en pile, hein, donc on configure les modules pour qu'ils soient stackés, qu'ils se parlent les uns aux autres, qu'ils se transmettent des informations les uns aux autres. Donc là, il se trouve que j'ai mis PAM Yubico en premier. Donc PAM Yubico, ce qu'il fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, il dialogue avec le serveur de validation, qu'il soit chez nous, sur Internet, peu importe. Il a séparé donc le one-time password du vrai password Unix, et il vérifie que ça. En fonction de ça, de l'autre côté, il renvoie le mot de passe Unix, classique, qui est passé à PAM Unix, et au reste de la pile PAM que j'ai pas mis ici, mais on a toujours les restrictions de TTY, les restrictions habituelles de PAM. Et ensuite, ça fait le chemin inverse, et ça remonte jusqu'au poste client. Donc c'est plutôt pratique. Ça rajoute, on va dire, une couche de sécurité à une stratégie existante. Ça n'est pas la solution absolue à tous les problèmes, mais comme c'est assez simple d'utilisation, c'est, on va dire, une façon simple et enfin amusante, ça n'engage que moi, de renforcer un petit peu sa stratégie de sécurité. À noter que si on remplace SSH par Roundcube, par exemple, et le petit plugin qui va bien, qui existe chez... Alors, il est peut-être pas fourni par Yubico, mais il est dans le dépôt des plugins Roundcube. Ça marche aussi bien, on pourra en voir un petit exemple tout à l'heure. La clé, elle fait pas que ça. Alors il y a plusieurs versions de la clé, là aujourd'hui on en est à la 2.2.3. Elle a 2 slots de configuration. Donc, par défaut, le premier slot, il est configuré pour générer des one-time passwords qui fonctionnent avec Yubico. Et le deuxième est vide. Le plus standard, c'est de mettre dans le deuxième slot une configuration mot de passe statique. Pas n'importe quel mot de passe, un mot de passe qui est relativement long avec des caractères accentués, des majuscules, des minuscules, des chiffres. Donc ça permet d'avoir un mot de passe très costaud, c'est pareil, on peut aller jusqu'à 60 caractères, il me semble, de tête, et de l'avoir sous la main, juste en appuyant 3 secondes, enfin en touchant plus exactement 3 secondes la clé, plutôt qu'une fraction de seconde. Il y a aussi des configurations alternatives, alors ça, la mienne, c'est une un petit peu plus vieille, donc elle a que ces deux-là. Les clés version 2.1, 2.2, on a aussi le système OATH HOTP de VeriSign. Donc c'est 6 à 8 caractères, un protocole que j'ai pas trop exploré, donc j'en parlerai pas. Et un mode challenge response, à savoir qu'on branche la clé, un logiciel sur le poste client va interroger la clé, elle clignote, et c'est à nous de valider par une action pour que l'échange se fasse.
Yubico fournit pas mal de logiciels open source autour de la clé. Ça va du logiciel de configuration pour reprogrammer sa clé, au serveur de validation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un bête script Python qui tourne facilement sur n'importe quelle machine. Ça inclut le module PAM, ça inclut aussi un serveur OpenID éventuellement. À savoir que vous pouvez très bien monter chez vous un serveur OpenID compatible YubiKey et l'utiliser comme login OpenID chez tous ceux qui l'acceptent. Donc ça, c'est fourni par Yubico directement sur leur site, dans la section développeurs, je crois. Bon, voilà, je suis allé un petit peu vite, je me rends compte que j'ai pas mal de temps, mais je pourrais vous montrer après vite fait la YubiKey en action. Juste revenir sur les points. Alors les positifs d'abord, on a dit c'est tout simple, hein, c'est un bout de plastique, c'est assez costaud. Bon, j'ai pas essayé de la casser, mais ça résiste pas mal. C'est robuste, c'est aussi robuste qu'une clé USB, 100 000 insertions, je ne sais pas combien ça fait par an, mais à mon avis, on a de quoi voir venir. Ce qui fait sa force, c'est donc la quantité et la qualité des logiciels open source qui sont autour, et le support, aussi bien par Yubico directement que le support utilisateur sur le forum disponible sur le site. Je vais essayer de trouver des points négatifs. Il faut avoir un port USB, donc effectivement, ça ne marchera pas sur un téléphone qui n'est pas USB host. Et il faut se servir d'un serveur de validation. On m'a posé la question, si vous voulez au boot débloquer par exemple un volume luxe ou quelque chose comme ça, alors que l'OS n'est pas démarré et qu'il n'a pas accès au net, ça ne marchera pas forcément, avec l'OTP. Cela dit, avec le mot de passe statique, on peut l'utiliser comme n'importe quel mot de passe statique, donc ça peut déjà aider dans ce sens-là d'avoir un mot de passe statique un petit peu plus fort. Et, alors partez pas tout de suite, parce que pour vous prouver à quel point Yubico ils sont sympas, je leur ai écrit un petit mail il y a 2 semaines après avoir publié un petit article chez Geekfault, là, en disant, bah voilà, je vais faire une petite présentation un peu plus formelle. J'ai 20 clés, là, qui m'ont envoyé gratos. La seule condition, c'est que vous donniez une adresse email qui marche, soyez cool, à inscrire sur leur lettre de diffusion. C'est pas grand-chose, c'est un cadeau de 20 € pièce, hein, pour ceux qui en veulent une. Donc voilà, j'ai ça dans la main, n'hésitez pas à venir me voir, ou si vous avez des questions et on fait ça après, pas de souci. S'il n'y a pas de questions, je peux vous montrer vite fait que ça marche pour de vrai. J'ai une petite démo, un petit login SSH, histoire de voir comment ça marche. Avez-vous des questions? Ouais, il y a un micro qui traîne. Ouais, tu peux utiliser ça pour de l'authentification sur un site web ou c'est vraiment orienté sur, avec les modules qui sont dispo, c'est vraiment orienté sur du login dans un matériel, dans un logiciel sur poste? Tu peux l'utiliser où tu veux, du moment que ce qui est en face le supporte. C'est-à-dire que Yubico, ils fournissent tout pour que tu le fasses marcher n'importe où. Par exemple, il y a un plugin WordPress. Mais si tu vas sur un WordPress qui n'est pas compatible, ben, il faudra revenir à une authentification classique. Il faut quand même qu'en face, ils sachent te parler. Il faut installer toujours voilà, le mécanisme OTP, il faut savoir le déchiffrer de l'autre côté, il faut savoir le valider. Oui. Toi, tu triches, tu as déjà vu la présentation. Qu'en est-il de l'utilisation pour monter un serveur OpenID avec de l'OTP comme ça, pour pouvoir justement se permettre de se loguer après sur tous les sites qui supportent de l'OpenID ou de l'OAuth ou ce genre de système? Alors, je n'ai pas exploré cette partie-là, j'ai juste lu le principe qui m'a l'air assez clair. Tu montes un OpenID chez toi. Ce serveur OpenID, celui de Yubico en tout cas, est dérivé d'un serveur connu, hein, dont le nom m'échappe là tout de suite, qui doit être, je ne sais plus s'il est en PHP ou en Python. Et lui, il est compatible Yubico. Donc en fait, quand tu te pointes sur un site qui accepte l'OpenID, tu donnes ton URL qui pointe chez toi, sur ton serveur, et quand ça tombe chez toi, là, c'est là qu'on te demande ton one-time password YubiKey. Donc ça fonctionne comme le reste, avec cette petite couche en plus, quoi. Alors ça marche aussi, j'ai parlé de PAM tout à l'heure, le module PAM Yubico, là j'ai montré le fonctionnement dans le cadre d'une utilisation avec SSH. Ça marche aussi bien en login, console, du moment qu'il y a la connexion Internet derrière pour aller parler au serveur de Yubico, ou le serveur de validation local, sur le LAN ou sur la machine elle-même, ça marche pareil. C'est l'avantage de PAM. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, tu parlais de pouvoir utiliser ton propre serveur de validation. Ouais. Il faut réécrire la configuration de chaque clé, j'imagine, pour se loguer sur ce truc-là. Alors, j'essaie de me remettre dans le contexte. Ouais. Quand tu montes ton serveur de validation, tu rajoutes un petit fichier qui est très très simple, qui s'appelle
alors il se stocke dans .ssh et c'est authorized YubiKeys au lieu de authorized keys, tout simplement. Donc ça, c'est si tu veux faire une configuration par utilisateur. Sinon, tu peux avoir un fichier master qui va être dans l'ETC et pour lequel tu vas avoir un login et ensuite séparé par des 2 points, là où les identités publiques des clés qui sont autorisées pour cet utilisateur-là. Ensuite, le serveur de validation que tu montes chez toi, tu lui dis voilà, mon fichier de configuration des identités, il se trouve ici, ou alors il se trouve chez chaque utilisateur. Et chaque utilisateur qui va se pointer, quand PAM va lui demander le mot de passe, il va aller taper dans le serveur de validation local. Le serveur de validation local va chercher les clés autorisées, il répond oui, non, et c'est parti. Pas d'autres questions? Si. En authentification concurrente, en fait, quand tu as beaucoup de monde qui essaie de s'authentifier sur un serveur, ça réagit comment? Ça consomme pas mal de ressources? Alors, comme j'ai testé ça tout seul dans mon garage, je ne sais pas trop exactement ce que ça consomme. Maintenant, Yubico, ils ont quand même pas mal de clients et j'ai jamais eu de problème de lag quelconque. Cela dit, j'ai pas de données là-dessus, ils ne publient pas vraiment de stats sur quelle est la charge des serveurs d'authentification, par exemple. Maintenant, étant donné le poids du protocole HTTP et la taille des échanges, je pense que c'est relativement robuste et qu'avec une bécane bien costaud derrière, ça doit pouvoir encaisser pas mal de requêtes. Mais là, je spécule, hein, je n'ai pas vérifié exactement ce point-là. Personne d'autre? Alors juste avant de finir, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble l'outil de personnalisation. Donc là, forcément, je n'ai pas de clé détectée, mais bon. On va mettre la mienne. Voilà, YubiKey inserted. Donc moi, c'est une version 2.0.2. J'ai 2 configurations. J'ai pas le droit de faire ce qu'on a vu là, le truc de VeriSign. Là, ça, j'ai pas. Et j'ai pas le challenge response. Tout le reste, je peux le faire. Donc on va aller, par exemple, sur la configuration en mode OTP. Advanced. Voilà tout ce qu'on peut écrire dedans. Donc là, on a le slot 1, slot 2 pour savoir dans quel slot on écrit. Comme je rappelle, c'est en écriture seule, donc si vous écrasez la config précédente, c'est mort, on ne pourra pas la récupérer. On peut, alors ça, j'ai pas exploré parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai pas joué avec ça. Configuration multiple, c'est éventuellement si vous avez plusieurs clés avec la même identité pour faire jouer le rôle de clé de sauvegarde en fait. Ça, c'est jouable. Ici, on a la clé publique, donc c'est celle qui est transmise en clair devant l'OTP. Et là, on a la clé privée qui va servir à générer la clé AES qui va chiffrer l'OTP. Donc en fait, ça, j'ai omis ça tout à l'heure dans la configuration de serveur de validation, mais en plus de stocker ça dans un fichier qui va correspondre, en fait, mettre en face de chaque utilisateur là où les clés, il faut aussi avoir la clé AES qui va bien, et qui va permettre au serveur de validation de déchiffrer les OTP qu'il va recevoir. Donc on peut en générer des aléatoires, on peut choisir la sienne si on veut faire 3 ou 4 fois sur plusieurs clés la même clé AES par exemple. Et écriture. Et ensuite ça part et la clé elle marche instantanément. Et donc même chose pour le mot de passe statique. Alors on peut aller voir, il me semble que je viens de la télécharger, celle-là elle est un petit peu plus velue que la précédente, donc je découvre ça avec vous. C'est la joie du direct. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Public Identity, pareil, oui, bon, ici ces champs-là, de toute façon, ça va être à peu près les mêmes. Oui, voilà, c'est ici en fait. En fait, il va générer un mot de passe. On n'a pas trop le choix du mot de passe à mettre dans la clé. C'est l'outil qui génère un mot de passe aléatoire. Mais bon, c'est un truc qui est relativement long, relativement costaud. Là, on a des limites en fonction des versions, mais enfin, en général, c'est déjà beaucoup plus secure que le ABC 1.2.3 qu'on trouvera chez l'user lambda, à qui vous allez peut-être filer une clé pour qu'il sécurise un petit peu ses mots de passe, par exemple. Voilà comment ça se présente. Et sinon, juste pour faire la magie, parce que c'est quand même assez formidable. Donc ça, c'est moi. Sauf que l'effet démo va faire que j'ai pas de Wi-Fi et que donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Cantine rez-de-chaussée. Ah, magnifique. Toc.
Alors, question intéressante par exemple. Si vous avez paumé votre YubiKey, et vous avez que ça sur le serveur SSH, c'est ballot. Parce que si vous configurez vraiment ça comme ça, une fois que la clé est nécessaire dans le processus d'authentification, on ne pourra pas se connecter sans. Sauf si, dans ce cas-là par exemple, on a juste avant la possibilité d'utiliser la clé SSH classique. Donc moi, mon setup, il est comme ça. Mettons que là, j'ai pas envie de rentrer ma passphrase. Je bypass. J'ai mon mot de passe statique que je viens de taper. Je touche la petite YubiKey, qui à la fin envoie entrée, et pof. C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais rendre la main, et je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas, si les clés vous intéressent, c'est là. Merci.